Je vais te présenter dans cette vidéo les 5 erreurs les plus courantes qui plombent tes résultats en cold emailing. Si tu as déjà des campagnes qui tournent et que tes résultats sont décevants, c'est probablement que tu fais au moins une de ces erreurs. Je suis Antoine Taureau, cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. Et dans cette vidéo, je te présente les erreurs les plus courantes à éviter. Il y en a 5 particulièrement et on verra en bonus une sixième. Allez, c'est parti. La première erreur la plus courante, c'est de faire un ciblage trop large. Ça peut être tentant de rajouter beaucoup de volume parce qu'on se dit plus de volume, plus de résultats, tout simplement, c'est mathématique. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que en faisant un ciblage plus large, tu parles à tout le monde et finalement tu parles à personne. Faire des batchs plus petits sur la base de critères spécifiques qui va te permettre de réduire ce batch et ce ciblage, ça te permet d'identifier des accroches, des axes qui permettent de parler à ta cible de manière beaucoup plus pertinente. Donc la première recommandation, c'est de faire des ciblages plus petits et de viser environ 300 contacts par batch. Un batch, une campagne en face. On passe sur mon écran rapidement pour regarder ce que ça peut donner avec un exemple de ciblage sur les directeurs de l'ingénierie, Directors of Engineering aux États-Unis. J'ai mis quelques critères et j'ai déjà une liste d'industries qui sont censées être des industries de type manufacturing. J'ai aussi quelques critères sur l'expérience. Donc déjà, je pars pas de zéro, mais j'ai quand même 53 000 résultats. Donc c'est évidemment beaucoup trop. On s'adresse globalement à tous les directeurs de l'ingénierie aux US. D'une part, il y a un sujet évidemment de techniquement comment pouvoir adresser autant. Et comme je le disais juste avant, de toute façon, ce n'est pas du tout la stratégie. On va vouloir réduire un maximum ce batch. Les manières assez classiques de venir segmenter un batch sur LinkedIn sans partir sur des choses très complexes, mais vraiment des choses plutôt basiques dans Sales Navigator. On va pouvoir jouer sur différents filtres. Le premier axe, assez logique si on veut segmenter de manière plus fine, c'est par exemple d'aller jouer sur le nombre de salariés de l'entreprise. Ce qu'on peut faire ici dans Sales Navigator, par exemple, si je cible uniquement les entreprises qui ont entre 200 et 500 salariés, je vais passer de 53 000 à 5 000 résultats, ce qui est déjà beaucoup mieux. L'avantage de cibler en premier sur le nombre de salariés dans l'entreprise, c'est que, tu vas pouvoir te rapprocher de ton sweet spot. Quel est vraiment ton ICP? Est-ce que tu cibles les grands groupes, les tout petites ou des entreprises de taille intermédiaire, des ETI? Deuxièmement, tu vas pouvoir adapter ton discours parce que si on prend un directeur de l'ingénierie qui est d'un très grand groupe, lui-même, il fait plus rien de technique. En fait, c'est un manager, c'est un leader et il est sur des sujets stratégiques, probablement financiers, etc. Alors que si tu prends un directeur de l'ingénierie, une toute petite boîte, d'une PME, voire d'une start-up, où on va avoir une dizaine de salariés, lui-même, il est encore dans des fonctions très techniques et il a probablement pas les mêmes problématiques. Donc ça, c'est important. La troisième raison pour laquelle c'est déjà une très bonne manière de segmenter que d'utiliser cette répartition par nombre de salariés, c'est que tu vas pouvoir dans ton copywriting, mettre des références clients qui sont cohérentes. Voilà, si tu t'adresses à des grands groupes et que tu as signé une ou deux belles références de grands groupes, tu vas pouvoir les caler. Alors évidemment, des grands noms, tu vas pouvoir t'en servir comme preuve de réassurance pour un peu toutes les campagnes. Mais l'idée, c'est de montrer que tu vas travailler, par exemple, ou que tu travailles déjà avec des entreprises similaires. Une deuxième manière de segmenter de manière assez évidente et facile sur Sales Navigator, c'est d'utiliser le secteur, l'industrie. Donc là, tu vois, si je commence à enlever tout ce que j'ai mis au préalable et que je vais remplir, je vais sélectionner par exemple l'aéronautique et l'aérospatiale, on va être sur une industrie très spécifique avec des contraintes qui sont spécifiques à cette industrie-là. Et donc, on va être exactement dans la même logique. Si je mets l'aéro ici, j'obtiens combien? J'obtiens 211 résultats. Là, on est déjà bien, ça pourrait être la taille d'un batch. Ça, c'est les résultats que j'ai combinés à cette taille d'entreprise. Si éventuellement, j'arrive sur un résultat que je considère trop petit, je peux élargir un minimum ma taille d'entreprise pour faire à nouveau un batch légèrement plus grand. Mais en tout cas, si on vise des entreprises entre 200 et 500 salariés dans l'aéronautique, on est déjà sur un ciblage qui nous permet de se dire, OK, là, on parle à qui? On parle à des PME qui sont probablement des fournisseurs dans la chaîne de valeur de l'industrie aéronautique et spatiale, ce qui nous permet d'adapter le discours. Et puis, même si j'enlève éventuellement le filtre sur le nombre de salariés, je me retrouve voilà, avec 2000, donc c'est trop, mais on est sur un ciblage où on va parler uniquement d'aéronautique et on peut imaginer qu'on ait des contraintes et des projets qui soient spécifiques à cette industrie où si je m'adresse au directeur de l'ingénierie, je vais pouvoir parler spécifiquement de projets en lien avec des réacteurs, des bancs d'essai, des homologations spécifiques parce que je sais que j'ai fait mes recherches et dans le secteur de l'aéro, eh bien, il y a telle homologation sur le marché nord-américain, européen qui est très liée en fait avec le design des pièces, etc. Donc ça me permet d'adapter le discours. Une troisième manière de segmenter assez facilement sur LinkedIn Sales Navigator, parce que ce filtre est présent
important et que en un clic, on peut l'activer, c'est d'utiliser le filtre sur les changements de poste. Et comme c'est indiqué, en fait, ça va te filtrer les contacts qui ont changé de poste selon l'information qui est disponible sur la plateforme. Dans la réalité, il peut avoir changé de poste un petit peu avant et avoir mis à jour son profil LinkedIn avec un petit peu de retard. Mais le filtre te donne ceux qui ont changé de poste selon les informations qu'il y a à LinkedIn dans les moins de 90 jours, donc moins de 3 mois. Ce qui fait qu'en général, avec ce petit décalage dont je te parlais, on va avoir des gens voilà, qui ont changé de poste entre un mois et 4, 5, voire 6 mois. Ce qui est en fait un très bon timing en général, surtout quand on s'adresse à des décideurs, pour utiliser cette information dans son copywriting et pour essayer de venir à un moment opportun où le décideur a fini un petit peu cette phase d'audit et de découvrabilité sur son nouveau poste et où au contraire, il commence à vouloir mettre en œuvre ses propres idées, ses propres projets. Il peut vouloir changer des solutions, changer les prestataires, changer les outils. Et donc, ça, c'est une très bonne manière de faire des batchs de la taille dont je t'indiquais, 300 contacts environ, avec une information qui te permet d'être plus pertinent et plus spécifique dans ton accroche. Et enfin, une dernière manière de segmenter de manière encore plus pertinente, c'est d'utiliser le filtre qu'on voit ici sur Sales Navigator et qui est l'utilisation de listes de comptes. En fait, ce filtre, il te permet de choisir une liste que tu auras sauvegardée au préalable. Et donc pour ça, il faut aller ici dans l'onglet compte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres filtres qui sont spécifiques aux entreprises. Quand je suis dans l'onglet des comptes, donc des entreprises sur LinkedIn, j'ai accès à plein d'autres filtres qui vont être attribués à l'entreprise elle-même. Ce qui me permet là aussi de venir filtrer de manière encore plus précise. Par exemple, je peux regarder en fait la croissance des effectifs global de l'entreprise ici. Je peux regarder aussi de manière encore plus précise la croissance de certains départements. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, les datas qu'on a ici, il ne faut pas s'attendre à une précision absolue. Mais on peut se dire, je vais regarder par exemple des équipes ingénierie qui auraient augmenté de 50%, je crois que c'est en 1 an, parce que ça dénote une grosse croissance, en tout cas sur les aspects techniques de cette entreprise et donc probablement des besoins associés. Je peux regarder aussi les entreprises qui sont en train de recruter en ce moment. Je peux regarder quoi? Je peux regarder s'il y a eu des levées de fonds récemment, etc., etc. Donc en associant un ou deux critères de ce type-là, je peux par exemple me constituer donc une liste, tous les sélectionner, ou alors je peux aller de manière encore plus granulaire parce que j'ai éventuellement une connaissance marché et que je veux sélectionner peut-être toutes les entreprises, mais en scannant et en enlevant certains comptes. Et ce que je peux faire, c'est une fois que j'ai sélectionné les entreprises et que j'en suis satisfait, je les enregistre ici dans une liste et je crée une nouvelle liste. Je vais faire test aéro, vidéo, et je l'enregistre. Et à partir de là, je peux revenir dans mon onglet sur les contacts et utiliser cette liste que je viens de créer dans le filtre ici. Et donc voilà, je vais pouvoir filtrer vraiment un périmètre d'entreprise extrêmement précis. Et ensuite, je vais remettre mes filtres habituels hein, sur les comptes, comme les mots-clés sur les intitulés de poste, etc. La deuxième erreur la plus courante et qui peut vraiment pénaliser à long terme tes résultats en cold emailing, c'est des mauvais réglages techniques. Je parle des fameux SPF, des KIM, des marques. Alors, si tu as déjà fait du cold emailing, tu sais que c'est important. Tu es nouveau là-dedans, ça va peut-être te sembler être du chinois. Mais globalement, ce sont juste des petits paramétrages techniques, des signatures en fait pour authentifier les emails qui partent de tes inbox et de tes domaines pour arriver correctement et ne pas être délivré en spam ou ne pas être délivré du tout. Ça, c'est hyper important et c'est vraiment bête, c'est vraiment dommage de ne pas avoir un réglage technique à ce niveau-là qui est parfait, puisqu'il suffit de le faire une fois et ensuite c'est bon ad vitam aeternam pour le domaine en question du moins. Pour ce faire, tu as deux grandes options. Soit tu fais tes réglages toi-même parce que tu as accès au DNS de ton domaine et en réalité, c'est pas si compliqué que ça, surtout avec les indications qui vont être données par le logiciel d'outreach que tu utilises. Ou deuxièmement, utiliser un service d'inbox qui est dédié au cold emailing et qui te permet d'avoir en fait très rapidement des inbox qui sont setés, qui sont correctement configurés et en plus qui sont moins chers que si tu te sources directement chez Google Workspace ou chez Microsoft. Donc regardons ensemble la première option. Par exemple, nous, on est beaucoup chez Sendo sur Lemlist. Lemlist, en fait, te donne des instructions pour te guider et rendre les choses relativement faciles, de vérifier en fait si tous tes réglages SPF, DKIM, des marques, Custom Tracking Domain sont bien configurés ou pas. Tu vas ici dans les réglages, dans les Sending Settings, directement ici depuis Lemlist, tu peux lancer en fait un petit audit. Donc voilà, sur mon compte ici, tout est bon.
Maintenant, si je te montre sur un compte où on va pas nécessairement avoir tous les voyants au vert, eh bien, voilà ce que ça donne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as un de ces réglages qui n'est pas OK, il suffit de cliquer là et en fait, tu vas avoir des indications directement. Tu as même pas besoin d'aller voir la FAQ ou quoi que ce soit. Là, c'est Lemlist qui t'indique exactement les réglages, qui te donne des valeurs à copier-coller, à aller mettre dans les DNS. Donc, c'est vraiment facile. Ça, on peut le faire directement depuis l'interface Lemlist, dans les réglages Lemlist, mais tu peux aussi aller sur Lemwarm. Là, tu as une vision un peu plus complète en lançant les checks DNS. Tu vois, si je le refais, hein, quand j'arrive, on est là sur Lemwarm, on va sur cet onglet ici, DNS check. Il faut sélectionner un expéditeur et puis, on va cliquer sur lancer, le test et là, on peut le faire autant de fois qu'on veut. On a des informations et ce qui se passe, c'est que en fait, tu vois que là, quand tout est dans le vert, il me remet juste les infos, mais il y a pas d'action à réaliser évidemment et quand il y a des paramètres à, rectifier et bien, j'ai un lien cliquable et encore une fois, c'est, un petit tutoriel, hein, qui est, directement ici et j'ai plus qu'à me laisser guider. Donc ça, honnêtement, avec ces logiciels, c'est pas très compliqué et encore une fois, il faut juste le faire une seule fois. L'autre option aujourd'hui, c'est d'utiliser des outils dédiés pour générer des inbox afin de faire du cold emailing. Il y a plein de solutions qui ont émergé, plein de concurrents qui font globalement la même chose. 3 solutions que j'aime bien et que je peux te conseiller, c'est les suivantes. Alors c'est Mailpool, Maildoso et Outreach Today. Alors globalement, ils font tous un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont te proposer d'acheter des inbox, soit Google, soit Microsoft, soit ni l'un ni l'autre, mais avec leur propre setup technique et en fait de te donner des inbox qui sont complètement prêtes à l'usage avec tous ces réglages dont on parlait avant, sur lesquels tu as pas besoin de te prendre la tête parce que ce sera directement, parfaitement configuré. Et en plus, hein, 2e avantage, c'est que les inbox qu'ils proposent sont assez largement moins chers que si tu te sources directement, sans avoir d'accès privilégié chez Google Workspace ou chez Microsoft. Globalement, les inbox, elles vont être à peu près 2 fois moins chères et bah, comme je te le disais, en quelques minutes, elles sont déjà setées pour toi et tu peux, les utiliser et puis il faut lancer le warm-up dessus. Elles ne sont pas forcément warm-up, même si ces, solutions ont également des solutions intégrées de warm-up et certains vont même te proposer d'acheter des inbox qui sont préchauffés et que tu peux utiliser day one, mais c'est pas forcément la meilleure option. Après, il faut savoir que, Mailpool, par exemple, propose différentes options. Ils proposent du Google, ils proposent du Microsoft, ils proposent leur propre, SMTP et leur propre infrastructure. Je crois que c'est le cas aussi pour Outreach Today et Maildoso, eux, ils proposent pas Google, pas Microsoft, ils ont vraiment que leurs propres infrastructures, mais ils sont experts et en tout cas, c'est leur promesse sur les paramétrages techniques, la surveillance des domaines, des IP, pour proposer à leurs clients une super délivrabilité, quel que soit l'ESP sur lequel on envoie en face. La troisième erreur courante, c'est d'avoir et de laisser un taux de bounce trop élevé sur tes campagnes. D'une part, bah, tu délivres pas sur ces emails effectivement qui rebondissent, mais la grosse problématique, c'est que si ce taux de bounce devient trop élevé, à nouveau, tu vas dégrader ta délivrabilité et globalement, c'est l'ensemble de tes emails qui risquent de ne plus arriver en inbox et donc plus personne va vraiment voir tes emails. Donc pour ça, il faut surtout faire attention à ta base et à la manière dont tu vas nettoyer régulièrement ta base email. En fait, quelle que soit la manière dont tu as récupéré une adresse email que tu utilises pour le shooter en cold email, que ça vienne de ta propre base, de ton CRM, du newsletter, que ça vienne d'un logiciel d'enrichissement que tu as utilisé après avoir scrappé des contacts sur LinkedIn ou ailleurs, ou que ce soit parce que, et ce que je te recommande pas, tu as acheté une liste, en tous les cas, il faut absolument utiliser un service de vérification d'email. Et donc, c'est des services comme ZeroBounce, Bouncer, etc. Il faut appliquer ces vérifications-là, dans l'idéal, juste avant d'envoyer ton email. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de lancer cette vérification sur un énorme batch et finalement, parce que tu n'as pas la capacité d'envoi, qu'il y a une partie des emails qui soient envoyés des mois plus tard. Ça ne sert à rien. Donc, il faut essayer de rapprocher le plus possible l'étape de vérification de l'étape d'envoi réel pour minimiser le taux de bounce. Une dernière chose, c'est les fameux catch-all dont tu as peut-être entendu parler. C'est donc des emails qui techniquement sont configurés d'une manière qui fait que ces outils de vérification ne peuvent pas, ou en tout cas c'était le cas jusqu'à assez récemment, ne peuvent pas savoir s'ils sont valides ou pas. Donc traditionnellement, ils sont tagués en catch-all. Il y a une incertitude sur leur validité. Dès lors, en tant que marketeur cold outreach, on avait deux options. Soit on les mettait de côté, mais on perdait quand même une grosse partie des emails potentiellement enrichis, soit on les prenait et on les shootait avec le risque que on ait pas mal de bounce. Parce que globalement, dans les catch-all, on va avoir 50% d'emails invalides et donc 50% de cette partie-là qui fait des bounce et ça peut faire quand même assez mal, surtout si on n'est pas au top au niveau de la réputation du domaine
et de notre délivrabilité de manière générale. Mais ça, c'était avant. Maintenant, et c'est là où je te recommande d'appliquer les bons outils, on a des outils qui se sont mis à faire, moi, ce que j'appelais du debunk de catch-all. Alors, il y a quelques années, on avait automatisé notre propre process puisque personne savait dire si justement un email était catch-all était valide ou pas, et on avait automatisé notre propre process pour débunker en envoyant de manière réelle des emails et en observant la réponse que ça nous retournait avec un workflow vraiment maison sur N8N. Aujourd'hui, bonne nouvelle, il y a beaucoup d'outils qui commencent à proposer cette fonctionnalité et donc on n'a plus besoin de faire quelque chose d'assez complexe en interne. Et c'est pour ça que je te montre quelques outils. Le premier, c'est Better Contact. Donc ça, c'est un logiciel d'enrichissement en cascade qui est une très bonne solution et qui a intégré maintenant la vérification. C'est-à-dire que dès que tu vas utiliser les crédits d'enrichissement Better Contact, en plus, à la fin de la cascade, il te fait la vérification et il te fait la vérification avec Catchall, du moins à partir du plan pro, je pense, comme il te l'indique ici. Et d'ailleurs, ils sont transparents, ils ne le font pas eux-mêmes, mais ils le font faire par leur partenaire Bouncer. Ils ont juste intégré Bouncer pour la partie vérification. Donc Bouncer, d'ailleurs, c'est une des solutions que tu peux utiliser si tu utilises autre chose pour l'enrichissement que Better Contact. Et donc, cette information que tu vas pouvoir récupérer quand tu exportes les contacts. Better Contact, dans les Safe to Send, va vraiment te mettre à la fois ceux qui sont valides, hein, tout de suite identifiés en délivrable, mais il va aussi te mettre du coup les catch-all qui sont safe selon lui. Une autre solution, c'est Zero Bounce et eux aussi, maintenant, ils proposent cette fonctionnalité. Il n'y a pas une fiabilité à 100%, mais en fait, avec les filtres qu'ils proposent, tu vas pouvoir dire, OK, je prends que les catch-all safe. Une quatrième erreur courante, c'est au niveau du copywriting, ça consiste à pitcher directement. Ça, il faut pas le faire, il faut surtout pas le faire. En fait, c'est vraiment une erreur de débutant, mais parfois quand j'accompagne des entreprises traditionnelles qui ne font pas cette automatisation de type cold outreach et qui commencent à le faire avec moi, eh bien, si on demande à leur directeur commercial de rédiger un message, eh bien, naturellement, la plupart, en fait, ils vont me sortir un énorme message super long où ils décrivent tout. Et en fait, ils pitchent leur solution. La problématique de ça, c'est que c'est pas du tout adapté à une approche à froid parce que déjà, ça va être trop long, ça va barber l'interlocuteur qui ne te connaît pas, qui ne sait pas d'où tu sors, qui n'a pas confiance. C'est impossible qu'il ait confiance dès le départ. Et donc, un gros pavé comme ça, déjà, ça va être rebutant. Mais encore plus que ça, le problème à pitcher dès le départ, c'est que c'est complètement contre-productif. En fait, l'objectif du call outreach, c'est vraiment de susciter l'intérêt pour déclencher une next step qui est la prise de rendez-vous, qui est se parler de vive voix, qui ensuite est le point de départ du process commercial sur lequel on va voir s'il y a un fit, si c'est intéressant de travailler ensemble, etc. Mais on passe dans une autre dimension, forcément à partir du moment où on a parlé à un humain. Et c'est là où c'est contre-intuitif et où beaucoup de personnes se plantent, même quand elles essayent de faire un email qui est relativement succinct, elles font cette erreur de donner trop d'informations. C'est qu'à partir du moment où tu donnes tellement d'infos que la personne en face a l'impression qu'elle a tout compris, que tu proposes de A à Z, même si nécessairement c'est pas le cas, parce que c'est impossible de partager l'ensemble des informations, de tes features, des bénéfices de ton produit ou de ton service. Et bien si la personne en face, elle se dit: «Ah OK, j'ai compris, c'est pas pour nous. Ah OK, j'ai compris. Donc si j'ai besoin, je ferai appel à eux sur mon timing, etc.» Eh bien, on se tire une balle dans le pied. Au contraire, ce qu'on veut, c'est mettre le doigt, une problématique particulière sur laquelle on insiste dans le message de manière succincte pour faire comprendre à l'interlocuteur: «Ah oui, effectivement, j'ai cette problématique, j'ai ce truc-là qui est pas résolu du tout ou pas bien résolu.» Et une fois qu'on suscite l'intérêt par là, on suggère que nous, effectivement, on est en position de pouvoir régler cette problématique. Mais surtout pas en expliquant tout ce qu'on fait, parce que ça doit être l'objet de la next step et ça doit être l'objet justement du call, du meeting, de la visio. La cinquième erreur qui peut plomber tes résultats en cold emailing très rapidement, et c'est assez brutal, c'est de ne pas avoir fait un warm-up suffisamment sécurisé. Donc un warm-up sécurisé, c'est quoi? C'est un warm-up qui est sur une pente progressive suffisamment lente et c'est un warm-up ensuite qui va rester actif dans le temps. Donc là, l'image que je te mets à l'écran, voir en fait une tête, à quoi ressemble un warm-up tout à fait classique et efficace. Là, on est passé de 0 à une trentaine d'emails envoyés par le logiciel de warm-up en l'espace d'à peu près 3 semaines. Donc ça nous donne un warm-up qui est sécurisé. Comme tu le vois, il y a quelques points rouges. Il y a quelques emails effectivement qui sont arrivés en spam, mais qui ont été entre guillemets sauvés par le logiciel de warm-up qui est en l'occurrence Lemwarm. Tu vois sur le graphique du bas comment aussi les réponses sont gérées et celles qui arrivent bien et celles qui arrivent en spam. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un peu plus qui arrive en spam au début parce qu'on est sur un domaine récent
qui est à moins de 14 jours et qu'après, il y en a de moins en moins. Et globalement, voilà, il y a du rouge, mais c'est totalement OK. Là, ça nous donne en fait un score de délivrabilité, toutes choses égales par ailleurs, qui est très bon. Et comme promis, une sixième erreur en bonus. C'est pas une erreur au même titre que les autres, mais c'est, à mon sens, une erreur de ne pas utiliser cette ressource en 2025 et plus tard, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'IA. Parce que l'IA en cold outreach te permet aujourd'hui de faire des choses qui étaient impossibles jusqu'à présent et assez rapidement, ça va devenir la norme. Et si tu te prives de ces ressources, eh bien, probablement que tes résultats vont petit à petit se dégrader fortement. Aujourd'hui, l'IA, elle permet de faire quoi? Elle permet par exemple d'améliorer ton ciblage parce que ça va permettre de trouver des informations ultra précises avec, par exemple, les Web Search Agents qui vont carrément dans le domaine, dans le site internet de l'entreprise que tu cibles, aller chercher des informations sur les produits, le nom spécifique des produits ou des offres, les recrutements en cours, les valeurs, les projets, les actualités, etc. Donc déjà, en termes de préparation de tes batchs et de ciblage, c'est assez exceptionnel. Ce que peut faire de manière très facile l'IA aujourd'hui, c'est de la classification. Hier, on se reposait en termes de classification, par exemple, de secteurs d'entreprise sur ce que pouvaient nous fournir les différentes plateformes, LinkedIn ou d'autres sources de données. Et assez souvent, malheureusement, elles étaient soit carrément fausses pour un petit nombre d'entreprises, soit pas suffisamment fines dans certains cas pour être sûr qu'on est en train de cibler les bons profils et les bons comptes d'entreprise. Ça, l'IA aujourd'hui te fait une super classification du moment où tu as un prompt qui est bien effectué. Ensuite, l'IA, évidemment, elle permet de faire de l'ultra personnalisation. On peut utiliser la donnée qu'on a collectée avant pour faire des icebreakers vraiment qui sont personnalisés un par un pour chaque contact, mais le faire en masse. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va devenir la norme dans notre industrie. Et enfin, l'IA, elle permet aussi de traiter de manière beaucoup plus efficace tes réponses. Ça n'a pas d'impact directement sur les résultats de la campagne ou sur ta délivrabilité, mais dans l'ensemble de ton process, avoir un agent IA aujourd'hui qui récupère toutes les réponses des prospects, qui les classifie correctement et qui propose par exemple des drafts de réponses, qui est quelque chose qu'on a mis en place chez nous en interne, chez Sendo et pour nos clients, eh bien, ça te donne une efficacité tellement plus importante que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, on a donc vu ensemble les 5 principales erreurs qui peuvent nuire à tes résultats en cold emailing. Si jamais tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, eh bien, pas de panique. Maintenant, tu sais comment les adresser. Et puis, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, pense à t'abonner. Je publie régulièrement sur la lead generation en B2B, le call outreach et l'apport de l'IA dans tout ça et ce type de thématique. Enfin, eh bien, tu as une vidéo qui doit s'afficher quelque part sur le sujet de la délivrabilité, qui est évidemment ultra important pour avoir des résultats corrects en cold emailing. Si le sujet t'intéresse, clique dessus et puis on se retrouve tout de suite.